Donc, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux à participer à cet atelier donc, sur la visite virtuelle et sur la réalité augmentée comme outil donc, non seulement de communication, mais aussi comme outil d'aide à la promotion et à la vente. Donc, je salue nos intervenants pour effectivement les remercier donc, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, Virginie François à ma gauche, Antoine Villain à ma droite et Maître Ro, mais qui m'a dit que je devais l'appeler Raphaël Ro, avocat. Donc effectivement, ils auront effectivement le plaisir de se présenter plus en détail par la suite. Alors, je vais faire fonctionner. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à flasher ce QR code ou alors à rentrer le lien court. Nous allons expérimenter avec vous, si vous le voulez bien, une solution de questionnaire en temps réel. On est dans les nouvelles technologies, donc allons-y jusqu'au bout. Donc, si vous voulez bien, effectivement, avoir la gentillesse de flasher le QR code ou de rentrer le lien court, ce qui va vous permettre effectivement de poser des questions en temps réel, questions qui seront retransmises à nos participants à la fin de leur intervention et auxquelles ils essaieront d'y répondre. Donc je vous rassure tout de suite, on ne pourra pas malheureusement répondre à toutes les questions, mais ils auront vos questions qui leur seront remises après donc, cette intervention et vous pourrez les voir sur leur stand pour effectivement aller échanger avec eux et donc ils répondront en one-to-one, en face à vos questions. Donc je commence par Virginie. 50 ans, mariée à un designer, mère de 2 fils, 28 ans et 10 ans. Elle m'a même précisé un chien, un chat, un cheval, parce que passionnée d'équitation. Ça commence bien. Hein. Donc dans la communication depuis 20 ans, que ce soit donc en print, web, radio, cinéma. Depuis 2013, donc, Virginie a ouvert sa propre structure, sa propre boîte, 360 Consulting, et est franchisée donc, exclusive Nord-Pas-de-Calais pour VIP Studio 360, qui est le premier réseau français en visite virtuelle. Donc, comme vous allez pouvoir le découvrir avec elle tout de suite, c'est une passionnée de la vie. Je te cède la parole. Ça y est. Bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être présents sur cette conférence. Donc, ma structure, comme vous l'a précisé Odile, donc on est le premier groupe de franchisés en visite virtuelle en France avec un développement depuis 2014 et déjà 10 zones donc de couvertes, Côte d'Azur, Franche-Comté, les DOM-TOM, Toulouse et bien d'autres. VIP Studio 360 a été créé en 2012 par Frédéric et Kevin Soler, père et fils, le fils étant l'ex-directeur commercial de Google Australie. Donc ça va vous expliquer pourquoi la visite virtuelle. Il s'est très vite aperçu du vide que proposaient les visites virtuelles existantes et a imaginé un contenu dynamique, interactif et rentable pour le client. Notre société de visite virtuelle aura le premier label JEI, qui est le Jeune Entreprise Innovante. Et ça, c'est vraiment un honneur pour nous parce qu'on va pouvoir encore plus développer tout le côté développement business qui est vraiment au cœur de notre vouloir pour demain. Donc, la visite virtuelle en quelques mots. Créée il y a une vingtaine d'années sous une forme cylindrique, on ne voyait que ce qu'il y avait à hauteur des yeux et vous pouviez ainsi tourner à 360 degrés. Ensuite est apparue donc la visite, ce qu'on appelle sphérique, qui vous permet d'avoir une vue, que ce soit du haut, du bas, droite, gauche, et de tourner comme vous le voulez. Donc, si je comprends bien, il existe une visite virtuelle nouvelle génération. Est-ce que tu peux nous expliquer les différences fondamentales entre ces deux générations ? Tout à fait. Donc, je vais vous présenter la visite virtuelle, ce que nous, on appelle nouvelle génération, puisque, afin de vous expliquer de cette nouvelle génération, il faut faire un parallèle que je vais faire avec un écrivain. C'est ce qui m'a paru être le plus parlant pour vous, parce que tout le monde n'est pas complètement high-tech et ne comprend pas forcément tous les mots très techniques que peut utiliser aujourd'hui la visite virtuelle, le web. C'est que lorsque vous avez un écrivain, un livre, c'est fait d'un papier, d'un crayon, et il va coucher les mots sur celui-ci. Mais voilà, ça c'était la visite, on va dire, d'avant. Ce qui va faire un best-seller, c'est le storyboard, c'est les personnages, c'est l'intrigue, le décor et l'écriture intelligente de l'histoire. Voilà la nouvelle visite virtuelle que je vous propose. La visite virtuelle, c'est le nouveau trend en termes de marketing digital. Efficace 40 fois plus qu'une photo. Elle peut être couplée à tous les médias.
et autres types de contenus. Elle vous permet d'augmenter le taux de transformation, sachant que le temps moyen de consultation de nos visites virtuelles est de 3 minutes 30. Elle augmente votre CEO. Alors, en anglais, c'est Search Engine Optimization, c'est optimisation par les moteurs de recherche, avec backlink. Alors, vous voyez, c'est tous des termes, donc je vais essayer de vous les décortiquer. C'est un lien qui pointe d'un site vers un autre, puisque nos visites réagissent comme des backlinks. Et donc, je vais vous présenter pour cela 2 visites virtuelles pour que vous puissiez vous rendre compte exactement de ce que l'on peut vous proposer. Alors, ça veut bien. Voilà, pardon. Alors, on va commencer par un espace qui se situe... Oula, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Voilà, pardon. On va commencer par un espace que vous connaissez peut-être. En régie, si on peut passer... C'est bon sur la droite, Virginie. Ah, sur la droite, pardon, je ne me voyais pas. Donc, comme vous pouvez voir donc, sur cette visite virtuelle, vous êtes au Carré du Hélin, à Envelin. Donc, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent. Donc, c'est un lieu réceptif qui a été refait par rapport à une bâtisse qui était une vieille ferme. Et donc, vous avez la possibilité donc, d'aller voir la totalité du jardin, puisqu'il y a 3500 mètres carrés d'espace, mais on est allé encore plus loin. Et c'est là où nous travaillons avec un pilote de drone et où nous avons proposé à notre client de faire de la photo aérienne, ce qui lui permet de pouvoir positionner son lieu directement dans toute la totalité de l'espace. Alors, pour information, nous travaillons avec des pilotes de drone agréés qui ont leur brevet de pilotage, qui ont leur assurance à l'aérienne et qui ont toutes les autorisations préfectorales nécessaires. Ce ne sont pas nos pilotes qui ont survoler les centrales nucléaires, ni la ville de Paris, je vous rassure. Mais il faut savoir que pour piloter un drone aujourd'hui, c'est très réglementaire et nous avons la chance d'avoir Maître Rault, qui va pouvoir vous donner plus d'explications tout à l'heure sur ce que l'on peut et ce que l'on ne doit surtout pas faire. Donc ensuite, comme vous avez pu voir, vous avez un plan qui est un plan totalement interactif et qui va vous permettre, pour la personne qui le désire, d'aller directement d'un point à un autre sans être obligé de passer par ce qu'on appelle les hotspots. Donc si par exemple là, je décide d'aller sur ce point-là, je vais rentrer directement dans la salle qui est appelée la grange et qui est en configuration mariage. Donc pareil, on va pouvoir tourner donc, à 360 degrés et pouvoir aller regarder la salle comme si on y était et pouvoir apprécier les volumes et ce que rendrait le mariage que l'on souhaiterait faire dans cet établissement-là. Mais on n'y va pas pour un mariage, on y va pour une conférence et on a besoin d'avoir autre chose. Là, on a envie d'avoir, comme on va travailler avec une agence événementielle, on a besoin d'avoir un point vide pour justement pouvoir se rendre compte du volume et de ce que l'on serait capable de faire, que ce soit avec les possibilités d'accroche, comme le volume en général. On a même la possibilité d'ajouter des points infos. Ces petits points infos sont ce que la personne qui a le Carré du Hélin va vous permettre d'avoir tout de suite en information. La capacité d'accueil, les différents styles, avec le nombre de personnes. Donc on est véritablement, là comme vous le voyez, sur quelque chose qui vous apporte énormément d'informations et qui va vous permettre de faire des gains de temps, puisque la personne qui va aller visiter le Carré du Hélin, elle a déjà une idée de ce qu'elle voudrait, et c'est beaucoup plus facile d'en discuter ensuite avec le commercial. Lorsque vous cliquez dessus, ça se retire. Et donc, ensuite, on peut très bien se dire, je voudrais passer à côté parce que cette pièce-là est un peu grande. Et là, on va pouvoir aller dans le cottage et se rendre compte, le cottage est un petit peu plus petit. Ça me correspond déjà peut-être un peu plus. Et là, pareil, on aura également le point information. Donc, toutes ces choses-là sont totalement connectées, puisque si je clique sur le Carré du Hélin, je vais arriver directement sur son site. Bien entendu, la visite virtuelle est sur son site Internet. Nous la mettons également en avant sur le nôtre, mais en priorité, c'est tourné vers le client. Pareil, si je décide d'aller de l'autre côté, là, on a un espace beaucoup plus petit qui s'appelle la maison et on a la possibilité de le voir. D'accord ? Alors, je vais faire une petite manipulation. Hop, voilà. Et donc, on m'a demandé de vous montrer quelque chose parce que c'est quelque chose que nous avons réalisé hier soir. Effectivement, je pense que vous allez être bluffés. Mais ça ne veut pas s'ouvrir. Mais si, Virginie, tu vas y arriver. Mais je veux bien, tout va marcher. Ça va aller, si ça voulait bien s'ouvrir. Bon. Alors, c'est là. Voilà. Hop, voilà. Donc là, vous avez
c'est pas grave, ça se range. Hier soir, nous sommes venus, après l'installation des stands, shooter les halles de la filature et nous avons remis ce matin la visite virtuelle des halles de la filature. Donc, nous avons fait travailler on appelle chez nous un shifter, donc, qui a travaillé les halles de la filature. Et donc, on a une version qui est une version alors un peu brute, mais qui peut être intéressante justement pour commercialiser l'espace et montrer tout ce qu'on est capable de faire dans un hall comme celui-ci qui fait 1600 mètres carrés et de pouvoir justement se dire, tiens, voilà, j'ai un stand comme ça, et puis on peut naviguer directement, aller d'un point à un autre, se balader. Et donc par la suite, on va travailler donc avec le responsable du salon Comme en Or, et on va complètement connecter sa visite virtuelle avec tous les liens utiles, c'est-à-dire on peut y mettre les vidéos, on va pouvoir y mettre sa plaquette commerciale, on va pouvoir y mettre, mais vraiment tous les liens qu'il aurait envie de faire partager pour présenter Comme en Or pour l'année prochaine ou l'année suivante, et pouvoir ainsi auprès de ses commerciaux leur donner un outil interactif qui est vraiment beaucoup plus parlant, on va dire, qu'une photo. Effectivement, c'était ma question suivante. Comment la visite virtuelle peut-elle aller plus loin et être déclencheur de business ? Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons développé des nouveautés, et notamment, nous avons développé des nouveautés qui sont des exclusivités mondiales pour l'instant, parce qu'on se doute qu'ils vont vite se mettre dans la brèche. Nous avons fait le premier supermarché Drive au monde. Donc ça, je ne peux pas malheureusement vous le montrer parce que c'est quelque chose de connecté. Et là, il faut vraiment être en direct. Donc vous pourrez venir me voir sur le stand, je vous donnerai les liens. Ou vous allez voir sur notre site internet, il est en homepage. On l'a fait avec Hyper-U pour la nouvelle V4 de leur nouveau supermarché. Où là, au lieu d'acheter sur des listes de produits, vous vous baladez dans les rayons. Vous pouvez même avoir un flipbook. Alors un flipbook, c'est son prospectus qui est en image. Vous le feuilletez, vous cliquez sur le produit, vous le mettez dans votre chariot. On a fait la même chose également, et ça c'est aussi une première, on a fait le premier stade de basket qui est les Sharks d'Antibes, qui a été entièrement connecté, où vous pouvez aller voir la place que vous allez acheter, et vous allez pouvoir l'acheter en direct, c'est-à-dire que vous allez voir si vous avez un poteau devant vous ou pas. Ça peut être très très bien pour tout ce qui est salle de concert, de spectacle, et de pouvoir directement acheter votre place. On a même connecté la boutique. Et là, ils ont la possibilité d'aller faire floquer un maillot aux couleurs du club avec le nom de leur enfant et de le faire remettre le soir du match, signé par l'équipe de basket. On a même développé également le B2B, où là, les gens peuvent aller choisir leur espace VIP et le réserver pour le match et pouvoir y prendre un prestataire, que ce soit hôtesse, que ce soit traiteur, que ce soit... Alors, on peut tout imaginer, tout peut être en ligne et tout peut être connecté avec la visite virtuelle. Vous l'aurez bientôt dans le Nord, puisque j'ai signé avec le Pével Arena à Orchy, qui m'a demandé de faire la même chose pour tout le stade de basket du Pével Arena. Voilà. Eh bien, écoute, Virginie, je te remercie infiniment de ta pétillante intervention. Je vous remercie à tous de votre écoute, en tout cas. Donc on s'aperçoit effectivement bien vite que les nouvelles technologies ont profondément changé le comportement des consommateurs et des e-consommateurs. Donc je me retourne effectivement vers toi, Antoine. Donc ils sont désormais connectés, avides d'expériences, notamment d'expériences interactives. Donc Antoine Villain, donc directeur d'Improvise. Commercial. Directeur commercial. Pas encore DG, mais à mon avis, mais ça va venir. Max ne serait pas très content, mais directeur commercial, ouais. D'accord, d'Improvise. Donc tu m'as dit que vous étiez les spécialistes du Figital. Alors le Figital, il m'a expliqué, j'ai bien appris ma leçon. Ouais. C'est la rencontre intelligente du digital et du monde physique pour créer de l'expérience et de la valeur. Exactement ça. Exactement. Donc, retenu à merveille. Vous proposez des solutions digitales et interactives pour les magasins, pour le retail, mais aussi, et là ça peut nous intéresser, pour tout ce qui est hôtel, salle de réunion, salle de réception, les lieux culturels, des salons professionnels, grand public, d'accord ? Donc des solutions qui sont à la fois séduisantes, pratiques, fiables et faciles à mettre en œuvre. Alors, ma première question, Antoine, c'est est-ce que tu peux nous dire quels sont effectivement les enjeux du digital aujourd'hui et quelle est la place d'Improvise dans l'univers de la réalité augmentée dont tu vas nous parler maintenant ? Oui, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci Odile pour l'introduction. Alors, effectivement, je vais avoir besoin de lancer quelques slides. Donc, comme tu le disais à l'instant, Odile, Improvise, je ne sais pas si... Ah, voilà, d'accord. Voilà. Donc on est né il y a maintenant 5 ans, effectivement on est pionnier de ce qu'on appelle maintenant très vulgairement chez nous, parce que c'est vraiment rentré dans les mœurs, le Figital. Donc le Figital, c'est vraiment l'intégration intelligente du digital dans le monde physique.
Vous êtes les premiers à vous balader avec votre smartphone, que ce soit ici, dans votre voiture, même si c'est répréhensible, ou dans des lieux un peu plus privés, mais le smartphone fait partie intégrante de notre vie. On consomme des marques, quel que soit le lieu, quel que soit le moment, quel que soit le canal. Donc l'idée, c'est effectivement d'accompagner le client et d'accompagner aussi les marques sur ces nouveaux points de contact pour faire en sorte de pouvoir créer de la valeur expérientielle et aussi de la croissance sonnante et trébuchante pour nos clients que sont les retailers. Alors, quelques mots pour décrire Improvise rapidement. On est éditeur de logiciels. On a ici sur le stand un totem que vous pourrez venir expérimenter avec grand plaisir. Je vous ferai une petite démonstration, mais qui prend un peu de place, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer ici. On est expert en application tactile et en ergonomie. Donc, on fait tout ce qui est interface tactile et développement d'applications tactiles. Je ne parle pas assez bien devant mon micro. Ça va mieux comme ça? Tout le monde m'entend? Ok. Ensuite, effectivement, on s'appuie sur des solutions qui sont connectées. Quand on parle d'extension de gamme, quand on parle de Phygital, quand on parle d'intégration Web in-store ou ce type de techno, forcément, il faut pouvoir se connecter à une base d'informations, que ce soit du produit, du stock, des médias ou autre. Donc, il y a forcément une grosse part de notre job qui est non pas d'inciter le client à répliquer un boulot qu'il aurait déjà fait, à savoir enrichir une base ou la mettre à jour, mais on est bien là, évidemment, pour être connecté et synchronisé avec le métier existant du client. Ça, c'est hyper important. Et puis enfin, l'idée, c'est aussi qu'on puisse apporter des solutions qui soient clés en main, fiables et pilotables à distance. On travaille avec des clients comme Ikea, comme Monsieur Bricolage ou comme Etam, par exemple. Quand on commence à être démultiplié sur X points de vente, c'est quand même bien de ne pas avoir à se déplacer dans tous les magasins pour mettre à jour son contenu, ou en tout cas pour savoir ce qui se passe magasin par magasin. Donc toute cette organisation, aujourd'hui, on la retrouve, voilà, quelques références clients, ça fait jamais de mal de le dire. Donc n'hésitez pas, si vous voulez échanger sur quelques problématiques clients, on a un stand qui est juste derrière. Très concrètement, comment on nous voit en magasin ou comment on nous voit dans des lieux publics et quelle place occupe la visite virtuelle aujourd'hui dans notre offre. Vous avez ici une gamme de matériel. Alors le matériel, en fait, c'est tout ce que j'ai pas envie de vous montrer, parce que le matériel, ça veut tout et rien dire. Le matériel, on le choisit avec le client en fonction de c'est quoi votre métier, votre client, comment il va venir à vous, est-ce que c'est du libre-service, est-ce que c'est de la vente conseil. Voilà, il y a un certain nombre de données qui vont faire qu'on va choisir le matériel qui va bien et on va choisir l'interface qui va bien. Donc on va se focaliser sur la dernière petite solution matérielle qui est en bas à droite de cette slide-là, qui s'appelle ici 360. En fait, ici 360, c'est une déclinaison d'un socle logiciel qu'on a appelé Catalyse. Je ne vais pas vous embêter avec des termes techniques parce que ce n'est pas le lieu ni le moment, mais l'idée, c'est de se dire, on est spécialiste pour intégrer intelligemment du contenu digital sur le matériel qui va bien pour adresser en un temps qui est imparti à un lieu physique une problématique client. Ça va, c'est clair jusque-là? En gros, je ne consomme pas l'information de la même manière que je sois dans mon canapé avec ma tablette ou que je sois en magasin ou dans une galerie commerçante ou bien dans un centre-ville. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter de la puissance en un temps donné avec des usages qui sont propres au lieu physique. Donc ici, 360 qui est en bas à droite, qu'on va essayer de décrire un petit peu plus. D'ailleurs, on va peut-être lancer la vidéo, comme ça ce sera encore plus concret. Oh, ils sont forts. Voilà, donc là, vous voyez, on est en haut de la Tour Eiffel. Donc c'est pas encore vendu, mais on espère qu'un jour on les retrouvera au haut de la Tour Eiffel. Le principe, il est assez simple. Je veux pouvoir me situer dans un lieu et je veux pouvoir avoir accès à de l'information sur le lieu environnant, mais vraiment sur quelque chose de très convivial, de très simple d'utilisation et qui me permette d'une part de grandir, de repartir peut-être plus intelligent que ce que je ne l'étais avant de monter dans la Tour Eiffel, et pourquoi pas aussi de pouvoir réserver ma place, tiens, dans un quart d'heure je peux être au Louvre, est-ce que je peux gagner un peu de temps et pré-réserver mon ticket depuis le haut de la Tour Eiffel. Donc voilà, notre problématique à nous, c'est de créer de la valeur sur des espaces qui accueillent du trafic, trafic qui a envie de s'intéresser, qui a envie de consommer et qui est dans les magasins mais qui est surtout ailleurs. Donc ça, c'est vraiment le principe de base. Les clients, nos clients sont en magasin mais ils sont aussi et surtout ailleurs.
Donc concrètement, ce projet-là, qu'on espère verra un jour le jour à la Tour Eiffel. En attendant, il a été déployé à la CUD l'année dernière, donc à la communauté urbaine de Dunkerque, qui a remis un appel d'offres cette année. On est shortlisté. S'il y a des gens de Dunkerque dans la salle, venez me voir, on a beaucoup de choses à se dire. L'appel est lancé. Voilà. En attendant, on a aussi vendu ce produit-là à Nice. Donc pour ceux qui iront sur la Côte d'Azur cet été, n'hésitez pas à vous rendre sur la Coulée Verte. Et donc vous pourrez à loisir expérimenter le panneau ici 360 qui vous permettra d'accéder à du contenu du type les musées, les théâtres, l'opéra, mais aussi bien d'autres points d'intérêt que peuvent être un accès à un taxi ou même des commerces. Donc la deuxième vocation d'ici 360, au-delà de valoriser et de donner accès sur une interface qui est très conviviale, c'est aussi de pouvoir dynamiser les centres-villes. Très clairement, Improvise, on est persuadé qu'aujourd'hui le magasin n'est pas mort. Donc il faut qu'on arrête de dire que le magasin est mort parce qu'il est loin d'être mort, il est juste en train de se révolutionner. Et ça passe notamment par la valorisation des centres-villes et par l'accès par le bon canal, de la bonne manière, au bon moment, au bon client. Donc notre métier à nous, c'est ça. On a fait une réalisation. Je vous invite à taper Undies Machine et Improvise sur Google et sur YouTube et vous verrez le dernier concept de magasin qu'on a réalisé pour Etam. C'est un truc complètement fou qui est vraiment on va dire dans l'ère des problématiques des retailers d'aujourd'hui. On a un souci de place en magasin, on a 50 mètres carrés, on a des clients qui se renseignent sur Internet alors que d'habitude on est sur des magasins de 150 mètres carrés. Comment est-ce qu'on peut apporter la même expérience à nos clients avec une surface qui est 2 fois plus petite ? Concrètement, encore une fois, on est dans une problématique qui est très terre à terre auprès des retailers aujourd'hui. C'est j'ai pas assez de surface, j'ai une offre au web qui est exponentielle. On veut apporter de l'expérience et on veut surtout ne pas décevoir un client qui vient en magasin et lui apporter la même offre que dans un autre magasin. Vous verrez la petite démonstration. On donne accès à la totalité de la gamme du magasin. Donc effectivement, on est sur des catalogues avec des vignettes produits et on vient s'interfacer avec des niveaux de stock, etc. Mais depuis un petit kiosque interactif, je vais pouvoir aussi accéder aux produits qui sont en stock, qui sont en réserve. En réserve, à partir du moment où Madame Durand aura dit depuis notre kiosque que j'ai besoin de tel produit décliné en telle taille et en telle couleur, et ben en stock, on va pouvoir récupérer la demande de Madame Durand, on va récupérer sur son petit terminal, voilà ce qui m'intéresse. Et puis les produits vont être remontés via des capsules. Donc on récupère un vieux système qui avait 100 ans et en fait on en fait quelque chose de complètement moderne. Et là encore une fois, pour recouper avec la redynamisation des centres-villes, on arrive justement à allier la puissance du web avec tous les atouts du magasin, à savoir la proximité, le conseil vendeur, je touche le produit, mais voilà, on fait d'une contrainte une opportunité qui va apporter de l'expérience et de la valeur à un magasin. Donc tout ça, ça participe à la redynamisation du retail, à la redynamisation des centres-villes, et ici 360 vient un petit peu dans cette même lignée. C'est-à-dire aujourd'hui, on est pressé, le temps est une donnée clé, les gens ils veulent accéder à l'information de manière très évidente, des touristes qui vont à Nice, ils n'ont pas forcément accès à Internet, ça coûte très cher, potentiellement. Si on veut accéder à de l'information, on va le partager avec sa petite camarade ou son petit camarade, mais sur un smartphone, c'est pas très évident. Donc ici 360, c'est vraiment cette possibilité d'accéder à de l'information. Alors on va aller rapidement sur les caractéristiques d'ici 360, mais elles sont assez logiques. L'idée, c'est d'avoir des informations sur les activités régulières des lieux qui nous entourent, des espaces, des services, éventuellement accéder à des équipes, si on veut un trombinoscope, si on veut accéder directement à une réservation de restaurant ou pouvoir interpeller un responsable de magasin, on va pouvoir le faire. Et puis derrière, l'idée forcément, c'est d'être en actualité, en phase totale avec l'actualité. Donc on a des connecteurs qui nous permettent de mettre à jour les flux de manière instantanée via des middle ou des back-office. Bien évidemment, on va aussi permettre au client de se géolocaliser et de pouvoir se projeter sur son chemin. Moi, je suis devant mon totem, j'ai envie de me rendre à tel ou tel point d'intérêt, on va pouvoir lui générer son parcours. Donc d'un point de vue technique, c'est un mobilier urbain qui se compose d'un cadre tactile. On a un détecteur angulaire qui nous permet de rentrer les positions GPS des différents points d'intérêt. Et à partir du moment où je tourne, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, le totem, viennent apparaître en surcouche et sur la catégorie d'informations sélectionnées, les petites punaises qui vont caractériser les différents lieux. Si vous avez plus d'infos techniques, n'hésitez pas, on prendra un peu plus de temps plus tard, mais je ne pense pas que ce soit ce qui vous intéresse a priori maintenant. Donc là, on a quelques petites déclinaisons du matériel. Là encore, un petit visuel. Toutes les interfaces graphiques, bien évidemment, sont customisables à souhait. Voilà, quelques petits visuels. C'est déjà fini ? C'est déjà fini ? Je pensais que j'avais d'autres trucs à montrer. Moi, j'ai plein de trucs à vous montrer, n'hésitez pas à venir nous voir. Moi, j'ai une dernière question, effectivement. Alors, quels sont les prochains défis technologiques ? Quelles sont les prochaines applications que vous allez apporter aux professionnels ? Et
notamment aux professionnels de l'événementiel. On disait aussi que cette borne peut Clairement. aussi être utile dans les lieux culturels, dans un musée, dans un hôtel. Comment vous pouvez décliner cette conception à ce métier? Alors effectivement, nous, j'ai envie de dire, en complément de Virginie, où toi Virginie, tu vas être très très lié au web et très très lié à la production du contenu, nous on fournit la coquille et on fournit tous les services associés. Donc le contenu, on va s'appuyer sur des compétences telles que celles de Virginie, mais nous on est vraiment là pour s'appuyer sur le monde physique. Donc on déploie les solutions, on les maintient, on fait des applications qui vont bien, et derrière, on a des horizons qui sont hyper nombreux. Donc notamment, alors attends. Donc en fait, pour essayer de récupérer le fil, qu'est-ce qu'on peut apporter à des lieux événementiels? Typiquement le carré du Hélin, l'idée de pouvoir s'approprier sur un média donné qui est vraiment lié à un usage physique, la possibilité de se projeter dans le lieu et de pouvoir le configurer en mode boulot ou en mode mariage, et de pouvoir effectivement commencer à composer son panier. Je veux tel lustre, je veux des housses sur mon siège. Ça permet vraiment très concrètement de projeter le client. Ça peut aussi être projetable sur d'autres secteurs d'activité, du type même des agences de voyage. Tu vois, tu vas commencer à te projeter sur tes vacances du mois d'août, tu hésites entre, je dis n'importe quoi, le Costa Rica ou le Pérou. Plutôt que d'être en agence sur un catalogue papier, on va pouvoir aussi projeter le client sur quelque chose de beaucoup plus dynamique, où tu as une visite virtuelle. Et là, on commence à rentrer dans les choses qui sont expérientielles et qui vont rassurer le client et légitimer aussi l'existence du point de vente. Voilà, c'est aussi hyper important de dire ça, c'est que le conseil et le point de vente sont des canaux qui sont loin d'être morts. Ok, un grand merci. Mais un de grand rien, merci pour plaisir. cette présentation très, très bien illustrée. Donc maintenant, je vais me tourner vers notre dernier intervenant, donc Raphaël Rowe, avocat, correspondant à Informatique et Liberté, co-auteur du livre Sécurité informatique aux éditions ENI. Alors, ces domaines d'intervention sont le commerce électronique, les TIC, donc les technologies de l'information et de la communication, le traitement des données à un caractère personnel et la propriété intellectuelle appliquée au numérique. Donc Raphaël, est-ce que vous pouvez nous apporter, ou est-ce que tu peux, je me permets, nous apporter un éclairage juridique concret sur la notion de la visite virtuelle, de la réalité augmentée et du cadre légal qui va entourer ces nouvelles technologies, savoir jusqu'où on peut aller et où on n'a pas le droit d'aller. Je t'en prie. Merci Odile. Donc moi je découvre toujours avec grand intérêt effectivement les technologies qui sont présentées par Virginie, par Antoine. Merci Antoine. Et on les découvre nous en notre qualité de juriste. Alors je vais essayer de ne pas passer pour le rabat-joie. On m'a dit de ne pas être le rabat-joie de la table, donc je vais essayer de ne pas l'être. On n'est pas là pour, et nous c'est le positionnement du cabinet, on n'est pas là pour agiter le chiffon rouge, dire voilà, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. À la limite, la loi, elle est publique. Ouvrir un code civil, voilà, c'est un code pénal, tout le monde peut le faire. C'est un peu ardu. Hein. Savoir ce qui est interdit, c'est un petit peu plus difficile, effectivement. Ouvrir un code général des impôts, c'est encore plus difficile. Nous, on est là pour, voilà, vous le dites, c'est indigeste. On est des facilitateurs. Oui. On se positionne comme tel et on a envie, et donc on s'est positionné même d'ailleurs physiquement à Euratechnologie pour se rapprocher aussi de l'innovation et du foisonnement qu'il peut y avoir dans ce type de centre d'accueil. Mais il y a Euratech, il y a la Pleine Image, il y a différentes initiatives justement régionales qui sont vraiment très bonnes. Et c'est vrai que nous, on essaye, c'est intéressant pour nous parce que ça nous oblige à confronter des règles de droit qui sont parfois un peu poussiéreuses, c'est clair, on le reconnaît bien volontiers, avec la réalité augmentée, avec les nouvelles technologies qui de toute façon bougent tout le temps, même si je sais que c'est un peu old school de dire nouvelles technologies, on ne doit plus le dire, mais c'est vrai que les projets sont foisonnants et nous c'est vraiment intéressant à ce niveau-là parce que, et ça peut peut-être vous rassurer, mais il n'y a pas de vide juridique aujourd'hui, hein, sur les technologies. On parle de droit à l'image, on parle de réglementation liée à l'aviation civile par exemple. Pour les drones, on parle de données à caractère personnel. Et là, on a une loi informatique et liberté qui date de 78 quand même. Donc il y a eu du travail depuis. Il y a de la doctrine, il y a de la jurisprudence. Bon voilà, il y a de l'existant juridique. Et ça, c'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues des entreprises, mais au contraire, c'est là pour structurer un peu leur activité. Nous, on intervient beaucoup, si vous voulez, aussi pour en amont d'une activité. D'ailleurs, on appelle ça, nous, l'encadrement, les consultations de faisabilité juridique. La faisabilité juridique, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est là, attention les mecs, c'est illégal, n'y allez pas, il faut revoir votre business model. Ça ne veut pas dire arrêtez tout, voilà, déprimez dans votre coin et rentrez chez vous. Ça veut dire il y a des points qui ne vont pas, on va les voir ensemble et on va trouver des solutions. Voilà, c'est tout, c'est des curseurs à adapter, à bouger.
on va se mettre en conformité et on vous accompagne pour le faire. Donc l'objectif, c'est ça. Et quand moi j'entends vos interventions, effectivement, je me dis qu'il y a plusieurs problématiques, c'est peut-être pas le terme, mais il y a plusieurs questions à se poser. C'est l'image, la propriété intellectuelle, effectivement, parce qu'on a des contenus, aujourd'hui on est vraiment dans la maximisation des datas, quoi. Donc ça peut être des datas protégées, des données originales qui sont protégées au titre de la propriété intellectuelle. Ça peut être des données à caractère personnel aussi. Moi non plus, je ne sais pas trop à quelle distance mettre du micro. Voilà. Alors, donc du coup, on va ensemble voir qu'il y a une différence entre les finalités, parce qu'il faut toujours vous dire, je collecte une donnée avec une finalité en tête. Aujourd'hui, on peut collecter ce qu'on veut quelque part. Héberger des données, ça coûte entre guillemets pas cher. L'objectif, et c'est l'objectif de la CNIL, qui est la Commission nationale informatique et liberté, qui vient réguler un peu les traitements de données personnelles, c'est OK pour collecter des données sur les individus, parce que c'est ça la définition de la donnée à caractère perso, c'est dès que ça concerne une personne physique, qui est identifiable indirectement ou directement. Dès que vous collectez une donnée, vous savez ce que vous allez en faire. Donc là, en fait, vous avez les finalités, on l'a mis sur un slide, les finalités un peu marketing de traitement. On va avoir de la visite virtuelle, qui va avoir pour objectif d'augmenter le taux de transformation, une meilleure visibilité client. Pour les Connected Stores, ça va être de définir des zones de chalandise, les profilages de consommateurs, du géomarketing, dont on s'était intéressé pas mal à tout ce qui était zone de chaleur, vous savez, dans les magasins. Je pense que vous connaissez, mais vous le faites, je pense, j'improvise, pour savoir un petit peu si le pull qui est à cet endroit-là, finalement, il plaît beaucoup plus que les autres parce que tous les gens s'arrêtent 10 minutes devant. Voilà. Ça, c'est super intéressant parce que au final, ces données-là, on ne va pas rien en faire. On va les collecter pour faire des stats, mais aussi on va les collecter pour faire de la prospection commerciale ultra personnalisée. C'est-à-dire que celui qui a regardé pendant 10 minutes la paire de chaussures samedi, on peut imaginer que le lundi qui suit ou le samedi qui suit, il va craquer, quoi. Donc un petit 5% là-dessus, et ça y est, c'est bon, c'est gagné, quoi. Ou alors un petit SMS en disant... Exactement, voilà. Donc du coup... Exactement, et là c'est fatal. Là c'est fatal, surtout chez les femmes. Du coup... Du coup, en fait, ces finalités-là, et le M-commerce aussi avec la géolocalisation, ça c'est vraiment la donnée actuelle, la géolocalisation. Le Wi-Fi, par une technologie Wi-Fi, Bluetooth, NFC, via les smartphones. Tout ça, on va devoir le confronter, si vous voulez, à des finalités, et donc on va devoir le ranger dans les cases de la loi informatique et liberté et de la doctrine de la CNIL. Par exemple, du géomarketing avec une balise, donc un beacon Bluetooth, ce petit galet là qu'on voit dans les entrées de magasins. Enfin, on n'a pas le droit de les mettre sous les tapis d'entrée, parce que vous verrez pourquoi. On doit, en fait, si vous voulez, vis-à-vis de la CNIL, ça c'est considéré comme étant un traitement de données à caractère personnel, parce qu'au final, ce petit galet là, ce petit beacon, il aura servi à une chose, c'est à envoyer une pub personnalisée à quelqu'un via son smartphone. Le fameux 5%. D'ailleurs, on la voit, elle a reçu une réduction. Bon, là c'est sur du café, mais on peut imaginer une paire de chaussures, effectivement. Elle reçoit ça sur son téléphone. Ça veut dire qu'à un moment donné, on l'a identifié. On l'a identifié par des moyens divers et variés qui peuvent être... à son insu, on est d'accord. Alors, ça peut être à son insu, effectivement, mais en tout cas, l'objectif, c'est que ça ne soit pas à son insu. Mais effectivement, à partir de données techniques, on peut identifier une personne, et je pense par exemple aux cookies. Les cookies, aujourd'hui, il n'y a personne qui sait exactement expliquer ce que c'est, et je dois bien avouer très modestement qu'il y a encore des choses qui me surprennent, moi, sur les cookies, mais c'est inhérent à toute votre navigation sur Internet. L'exemple qui est pris par la CNIL, c'est... Vous allez naviguer, vous allez demander en mariage à votre conjointe ou votre conjoint, donc plutôt votre conjointe, parce que l'exemple sinon ne va pas. Vous allez voir les bagues de fiançailles sur Internet. C'est un ordinateur que vous partagez à domicile. Elle va voir sa boîte mail Yahoo après ou Gmail. Et elle reçoit que des pubs. Voilà. Elle reçoit dans les bannières personnalisées que de la pub pour des bagues de fiançailles. Elle se dit bon, il y a un anguille, il y a un loup. Je me prépare peut-être à quelque chose. Donc voilà, en fait l'objectif de la CNIL, c'est de vous dire, par des données techniques qui finalement sont difficilement explicables aux consommateurs, je dirais lambda, même si je ne dis pas ça en me considérant comme expert de la technologie, on est tous utilisateurs lambda des technologies. À un moment donné, il faut de la transparence. Et c'est vraiment le maître mot, en fait, si vous voulez, des collectes de données, c'est de la transparence vis-à-vis du consommateur final, en fait. Donc là, si elle reçoit un message personnalisé, il faut qu'à un moment donné, elle ait donné son consentement. Parce que la prospection commerciale ne peut pas se faire quand elle est faite par voie électronique, c'est bien ce dont on parle aujourd'hui, elle ne peut pas se faire sans le consentement de la personne, ce qu'on appelle l'opt-in. L'opt-in de la personne, il faut le collecter à un moment donné, il faut le conserver, vous en tant que professionnel quand vous le collectez, et vous devez, la charge de la preuve va peser sur vous si jamais à un moment donné il y a un problème.
C'est-à-dire si la personne, à un moment donné, elle se dit « mais pourquoi je reçois de la pub de telle boîte par mail, par texto, sur une appli ou ce que vous voulez ?» Moi, je la connais pas, cette boîte, j'ai jamais donné mon accord. Elle va, parce que c'est très simple, elle va aller sur le site de la CNIL, elle va porter plainte à la CNIL. C'est ultra simple, hein, vous le faites en quelques clics et ça prend peu de temps. La CNIL, elle va venir vous voir, elle va vous envoyer une mise en demeure, elle va vous dire voilà, on a une plainte, expliquez-vous. Et si vous n'êtes pas capable de vous expliquer, là, vous êtes mal en tant que professionnel. C'est-à-dire que peut-être que la personne se trompe. Effectivement, la donnée, vous l'aviez collectée légalement, parce que vous l'avez collectée par un système d'opt-in partenaires commerciaux, c'est-à-dire vous l'avez eu par un partenaire commercial, c'est une collecte indirecte, voilà. Et tout ça, vous l'encadrez contractuellement. Sauf que si vous n'avez pas la preuve de cet encadrement, ben vous êtes mal, parce que ça pèse sur vous. Donc même si la personne se trompe, c'est vous qui allez être mis en défaut. Donc les applications sont diverses et variées, mais encore une fois, il faut absolument qu'on ait une finalité, une transparence, une proportionnalité dans la collecte de la donnée. Et tout ça, bon, c'est des mots qui parfois sont un peu impalpables, mais on va à chaque fois le confronter à la technologie qu'on évoque. Donc par exemple, là, pour une caméra vidéo, eh bien, on va se poser la question de l'information des personnes. On en a parlé avec Virginie juste avant, effectivement, et vous en avez parlé au début de votre intervention, des autorisations préfectorales, des autorisations nécessaires pour le survol, par exemple, mais également l'information des personnes et la collecte du droit à l'image, des personnes et des biens, parce qu'on a des biens aussi. Pour la caméra vidéo, si vous filmez des personnes, ça peut être des formalités CNIL, donc et ou préfectorales. Ça dépend en fait de l'orientation de vos caméras. Si vous mettez une caméra dans un lieu qui n'est pas ouvert au public, c'est uniquement auprès de la CNIL que vous allez devoir faire des formalités. Si vous la faites et que vous filmez la rue, ou un espace public en tout cas, vous avez besoin de cette autorisation préfectorale. Ça, il vaut mieux pas le découvrir trop tard, il vaut mieux le savoir avant. Par exemple, on peut imaginer une caméra dont la définition est tellement basse, volontairement, qui ne reconnaît pas les visages des personnes. Et ça peut avoir un intérêt, hein. Par exemple, ça peut avoir un intérêt pour des statistiques de tendance vestimentaire, par exemple. Vous filmez la rue, vous voulez savoir un petit peu les couleurs qui sont tendances en ce moment, vous ne filmez pas les visages, et donc à ce moment-là, il n'y a pas de traitement de données à caractère perso. Mais ça, il faut l'encadrer encore une fois. En fait, il faut intégrer dans le cheminement de vos nouveaux projets cette question informatique et liberté, à savoir, est-ce qu'on traite des données perso, qu'est-ce qu'on en fait, et comment on va les traiter. La finalité, c'est bien sûr la prospection directe, la plupart du temps, je dirais. Donc cet opt-in client prospect qui est nécessaire, une formalité. Ça peut être aussi du profiling, bien sûr. Et ça, sachez qu'actuellement, on a donc une loi informatique et liberté en France, elle est originaire de directives européennes. Et là, il y a un règlement européen qui est en cours de discussion depuis 2012, qui va être adopté. Alors tous les ans, on dit qu'il va être adopté cette année, donc je me risquerai peut-être pas à ça, mais qui va être adopté peut-être cette année, et qui vous laisse, en fait, si vous voulez, un délai de 2 ans avant la mise en œuvre. Donc ça serait, là, on serait à horizon, je regardais Edouard qui travaillait avec moi sur le sujet, on veut dire 2017. Allez, on va dire 2017-2018. Ce règlement, si vous voulez, il va venir harmoniser toute la matière des données à caractère personnel en Europe. Ça veut dire que ce sera beaucoup plus simple pour travailler avec d'autres sociétés implantées dans d'autres pays européens, parce que ce serait trop facile. Les autorités de contrôle, elles sont nationales et elles n'ont pas toutes la même doctrine. Donc par exemple sur les cookies, nous on avait fait un tableau comparatif des doctrines des différentes autorités, mais il n'y en a pas une qui est d'accord avec l'autre. Donc le bandeau de navigation là qu'on voit pour la collecte et le consentement sur les cookies, ça dépend de votre autorité de contrôle. Voilà. Vive l'Europe. Ouais, non mais c'est ça, voilà. Donc il faut simplifier. Ça va venir. Il faut simplifier parce que c'est bon pour le business, entre guillemets. Exactement. Donc pour travailler avec des sociétés européennes en plus, et pour garder les données en Europe. Donc, parce que c'est ça aussi le nerf de la guerre, c'est que les données, on parle de big data, le nerf de la guerre aussi, c'est de conserver les données dans votre espace, si vous voulez, de juridiction. Donc on veut conserver les données en Europe. Et c'est bien pour ça qu'on parle quand on parle du cloud, il y a plein de fantasmes sur le cloud, on se dit les données, on ne sait pas où elles sont, on a peur et tout, et on a raison à la limite d'avoir peur sur certains points, parce qu'il y a des prestataires qui ne sont pas sérieux. Et c'est un gros argument commercial de certains prestataires européens, c'est de dire, ok, on est peut-être un peu, enfin ils ne le reconnaîtront pas comme ça, mais ok, on est peut-être moins ergonomique que Google ou qu'un autre, mais vos données, elles sont en Europe. Donc sachez que le gouvernement européen, le gouvernement américain n'ira pas voir vos données. Et ça va assez loin, les possibilités d'investigation du gouvernement américain sur les données. Donc c'est un argument commercial, c'est un argument aussi diplomatique. Donc c'est vraiment fort. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec la télécommande, je crois que je l'ai cassé. Oh non. Tu l'as bloqué. J'ai dit que j'avais des trop gros doigts pour cette télécommande. Ah non, c'est bon, pardon. Donc voilà, ça on a vu. Donc le cadre juridique du commerce électronique, parce que qui dit prospection dit commerce électronique aussi, parce que c'est quand même le but, c'est de pouvoir contractualiser.
Cet encadrement contractuel, il doit se faire par des mentions légales. Mentions légales, on va y retrouver l'éditeur du service, le directeur de publication du service et l'hébergeur du service. Donc ça, c'est vrai pour un site comme pour une application mobile. La difficulté des applications mobiles, c'est que c'est assez verbeux tout ça, hein, si vous voulez mettre des conditions générales, des mentions légales. Et sur une appli, l'écran, il est petit. Donc on essaye de trouver des moyens aussi, si vous voulez, de délivrer cette information légale et juridique aux personnes en s'adaptant au support aussi. C'est ça qui est important. Donc conditions générales. Il y a des règles liées au droit de la consommation qui sont importantes aussi à prendre en compte quand vous êtes en B2C. Si vous vendez à des professionnels, ce n'est pas la même chose que quand vous vendez à des consommateurs. Parce que derrière le consommateur, il y a la protection du droit de la consommation. Et un consommateur, c'est considéré comme étant quelqu'un qui doit être protégé par le droit. Donc, on a ce qu'on appelle les pratiques commerciales déloyales qui vont protéger certaines formes de pratiques, peut-être contractuelles ou autres, vis-à-vis des consommateurs. Il y a des condamnations tous les ans sur les clauses abusives. On en parle beaucoup pour les contrats de téléphonie mobile, mais il n'y a pas que là. Sachez qu'il y a une loi qui est passée l'année dernière qui s'appelle la loi Hamon, qui est un peu une loi, je dirais, fourre-tout en matière de droit de la consommation. Il y a eu pas mal d'évolutions là-dessus. Il y a eu notamment l'opt-in pour la prospection téléphonique. Donc ça maintenant, alors on attend un décret d'application, mais vous devrez confronter vos bases de données avec la base Pacitel, qui est une base d'opposition en fait, dans laquelle on peut s'inscrire. Et vous avez ce nouveau droit de rétractation pour la vente à distance qui est maintenant de 14 jours. Et non seulement il est de 14 jours, mais vous devez fournir un formulaire à votre consommateur pour pouvoir justement faciliter cet exercice de droit de rétractation. Tout ça, c'est une obligation légale, on ne peut pas y déroger. Donc le régime de responsabilité, il est intéressant aussi de savoir que vous pouvez vous-même quasiment, vous octroyez un statut ou un autre, quelque part, hein, quand vous allez encadrer au départ votre activité. L'éditeur d'un contenu, c'est celui qui va être responsable de plein droit du contenu. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème avec celui-ci, je sais pas, vous êtes éditeur d'un site internet et sur le forum de ce site internet, il y a un internaute qui a écrit n'importe quoi, des propos racistes, qui a dénigré quelqu'un d'autre, qui a fait la diffamation, voire même des injures. En tant qu'éditeur, vous êtes responsable de plein droit de ça. Donc il faut faire attention. Et même éditeur par le truchement du directeur de publication, qui est le responsable légal de l'éditeur. Vous pouvez, dans vos conditions générales, si elles sont bien rédigées, dire que vous êtes éditeur, par exemple, donc responsable de plein droit de la partie que vous éditez sur votre site, et dire que vous êtes simplement hébergeur, juridiquement parlant, de la partie forum. Parce qu'encore une fois, vous n'avez peut-être pas envie de mettre de la modération a priori de tous les contenus, c'est-à-dire vérifier à chaque fois tout ce qui va passer, parce que c'est trop lourd. Donc, vous souhaitez en fait alléger votre responsabilité là-dessus et le statut d'hébergeur vous le permet. C'est-à-dire que l'hébergeur, on va considérer qu'il n'a pas d'obligation de surveillance des contenus et il devra simplement être réactif si on lui signale un contenu comme étant manifestement illicite. Par exemple, on vous dit, voilà, il y a une injure sur votre forum, donc il faut mettre des petits onglets de signalement, hein, sinon ça ne se passe pas bien, et vous le retirez. Oui. Voilà. Il suffit de le retirer. Il suffit de le retirer. Alors il y a un peu un étau de responsabilité, parce que si vous retirez de façon abusive, on va considérer que vous ne laissez pas les personnes s'exprimer. Donc voilà, ça peut être aussi qualifiant. Ça aurait été trop simple. Mais si vous ne le retirez pas, et c'est surtout ça qui est condamnable, on va considérer que vous engagez votre responsabilité. Et l'obligation de conservation des données, ça c'est encore une fois, si vous voulez, quelque chose qui va être un étau de responsabilité, parce que vous allez avoir des obligations de conservation légale de certaines données, c'est-à-dire des durées minimum de conservation. Pour certaines données, par exemple liées à vos salariés, ou même parfois à vos transactions commerciales. A l'inverse, la CNIL va vous dire, pour chaque donnée que vous collectez, vous devez y apposer une durée de conservation, maximum. Et ça, c'est vrai pour toutes les données à caractère personnel et tout ce que vous allez coupler aux données à caractère personnel direct de données technologiques. Tout profiling que vous allez faire sur les personnes, sur vos clients, sur vos prospects, tout ça, ça va être frappé aussi de cette durée de conservation maximum. Donc il faut avoir en interne, et c'est ce qu'il y a de plus dur, une politique de gestion de vos durées de conservation de données dans l'entreprise. Et ça, on n'a pas envie de se séparer de nos données. Donc c'est toujours... Généralement les données commerciales, oui, on n'a pas très envie de... La base de données, c'est le nerf de la guerre, c'est l'actif de la boîte. C'est parfois la valorisation quasiment exclusive d'une boîte. Il y a certaines boîtes qui comptent 2 personnes qui ont 3 ordis, mais qui ont une base de données de milliers d'entrées, enfin de centaines de milliers d'entrées. Donc c'est vraiment aussi important, et c'est un crève-cœur que de devoir effacer des données commerciales, effectivement. Sachez que c'est tout de même une obligation. Rapidement, pour l'informatique et liberté, pour les données perso, dans les principes que vous devez retenir, c'est le respect des droits des personnes. Donc les personnes, c'est vos clients, vos prospects. Donc c'est le droit d'accès qu'ils ont, le droit d'opposition au traitement, le droit de rectification si jamais les données ne sont pas mises à jour. Voilà, exactement. Le consentement, donc cet opt-in qu'on a vu, une finalité systématiquement déterminée, le maintien de la sécurité des données. Donc si vous faites appel à un sous-traitant, faites attention, on peut vous reprocher de ne pas avoir assez encadré
contractuellement sa prestation. Même s'il était moins cher, il doit quand même assurer la sécurité des données. Parce que lui, il n'est que sous-traitant, hein, donc il ne sera pas responsable. Ce sera le responsable de traitement qui sera responsable. Donc c'est vous, le commerçant. La proportionnalité des traitements et des données que vous collectez, et la loyauté et la transparence. Et j'en ai terminé avec juste ce slide-là. Pour l'information des personnes, il y a quand même des particularités. Par exemple, le bandeau d'information cookie, vous savez, celui qui nous pollue la navigation sur les sites mobiles, qui prend la moitié de la page, qu'on n'arrive pas à séparer, parce qu'encore une fois, moi j'ai les trop gros doigts, dès que je veux appuyer sur la croix, ça appuie sur le lien en savoir plus. Donc il y a quand même une adaptation du droit aussi au support qui est nécessaire. Vous devez informer les personnes au moment de la collecte des données. C'est ce qu'on appelle la mention CNIL. Et il y a des formalités qui sont simplifiées. Une formalité de gestion des clients prospects sur le site de la CNIL, très sincèrement, ça prend 10 minutes. Donc faites-le. Après, vous êtes tranquille. Prenez-en connaissance quand même de cette norme, parce qu'il y a quand même un cadre qui est fixé. Mais ce n'est pas infaisable. Donc il faut se mettre en conformité. Voilà. Et ça vous permet d'avoir une base de données qui est commercialement exploitable et commercialement valorisable. Parce que derrière tout ça, c'est... vous allez tomber, en fait, par exemple, vous cédez, je ne sais pas, votre entreprise, ou vous concédez des licences sur votre base de données client, bah, votre co-contractant, s'il est intelligent ou s'il s'est renseigné, il va vous dire, mais oui, mais est-ce que je peux les exploiter commercialement, moi, ces données? Si vous lui répondez, je ne sais pas, bah, la valorisation de votre base, c'est pas génial. Alors si vous dites, bah oui, on les a collectées en opt-in, elles sont en opt-in partenaire, vous pourrez les prospecter, voilà, tout ça, c'est parfait. Voilà. Donc l'intérêt, c'est la confiance des consommateurs. Et je prends toujours cet exemple. Facebook, au moment où il y a eu une vague de désinscription de Facebook, parce que justement, ils commençaient un peu à changer leurs conditions générales pour dire, bah, vos données, en fait, on va en faire ce qu'on veut. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont désigné un correspondant aux données personnelles, donc un Chief Privacy Officer. Et ils ont là choisi quelqu'un, mais alors là, qui inspirait mais complètement confiance, qui faisait que des interviews vidéo dans son salon pour dire, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui gère vos données, et je vais les traiter comme mes enfants, franchement, ce sera génial. Donc voilà, c'est la confiance en fait qui doit être instaurée et maintenue par les entreprises. D'accord. Ben, un grand merci, Raphaël, pour ton intervention. Donc, si vous le permettez, je vais me retourner vers la régie pour qu'il nous envoie les questions, si vous avez posé des questions dans la salle. Donc, pour 360, je te laisse. À quel secteur d'activité se prête mieux la visite virtuelle? Oh là là. Là, je vais vous demander d'ouvrir vos esprits. On va aller dans le cloud. Là, vous pouvez y aller. Lâchez-vous. Trouvez-moi une activité où on ne peut pas faire de la visite virtuelle. Voilà. Moi, au départ, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, bon, ok, l'hôtellerie, d'accord, l'immobilier, super. Et puis, plus j'ai avancé, et plus je me suis aperçue que tout le monde pouvait faire une visite virtuelle, puisqu'aujourd'hui, moi, je suis en pourparlers avec des usines qui vont mettre en avant leur Made in France, puisque ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui un vrai label, c'est un vrai critère. La French Touch, mais on va le dire à la française, c'est le Made in France. Et aujourd'hui, ils nous montrent carrément qu'ils n'ont pas juste un bureau d'études, mais qu'ils ont la chaîne de montage qui part du produit brut. Le matériau brut arrive et il ressort fini. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement mettre en avant. Je ne sais pas, il y en a un qui a mis une blague, mais nous, on ne la voit pas. On ne la voit pas, malheureusement. Donc, tout le monde se marre et je ne sais pas du tout ce qu'il y a sur l'écran. Et on doit remercier, alors je n'ai pas retenu malheureusement le nom du dessinateur. Graphiste, donc, mais ça a l'air d'être génial. Alors sinon, pour vous donner une autre information qu'on a fait là, qui va arriver incessamment sur notre site internet, on a fait une station de déchets, où on a carrément fait tous les tapis roulants avec tous les déchets de tout le monde. Voilà. Ensuite, avec chaque tapis qui s'en va vers les différents, donc vous avez le recyclage, ce qui va être broyé, ce qui va être brûlé. Et ensuite, ça c'est à visée pédagogique, puisqu'on va l'envoyer aux écoles, et que lorsque les enfants... Alors ça, je peux vous jurer que le numérique, et surtout tout ce qui est, moi je l'ai sur la tablette, dès qu'ils peuvent jouer comme sur un totem, ils adorent, ils sont fans, et c'est eux qui seront, je veux dire, demain... pour eux, la visite virtuelle fera partie de leur monde. Et c'est vrai que là, ils vont pouvoir cliquer sur la cheminée de l'usine et voir en temps réel combien cette usine rejette de déchets, de CO2, de façon à leur apprendre comment justement faire du tri intelligent. Donc voilà, on a fait également des restaurateurs qui nous ont dit « Oui, mais alors moi j'ai une problématique, je change ma carte toutes les semaines. » Et bien là, c'est encore une nouveauté
on va dire une exclusivité, on va dire Cocorico, Made in France, parce que je ne sais pas si elle existe aux États-Unis, mais je ne l'ai pas encore vue, ou ailleurs. C'est qu'on a ouvert la plateforme de notre visite virtuelle à nos clients. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très nouveau. Nos clients vont avoir un code. Ils vont pouvoir rentrer sur la plateforme eux-mêmes et ils vont pouvoir changer tous les petits points infos que vous avez. Donc, s'ils ont envie de mettre la carte du jour même, eh ben, le matin, ils mettent la photo. Donc, ils mettent une belle photo de leur plat. Ils mettent le plat du jour et ils l'envoient directement en homepage sur leur visite virtuelle. Et on le retrouve en temps réel sur le site en internet. Temps réel, sur la visite voilà. Et nous, nos clients vont pouvoir modifier tout ce qu'ils veulent comme point info directement. Par exemple, un séminaire, il a un petit peu de place sur des dates précises, et ben, il peut envoyer une information pour dire, ben voilà, j'ai des salons, je fais même une promo, je fais une remise ou j'offre quelque chose. Et ça, on va le faire en temps réel. Et ça, on est les seuls aujourd'hui à ouvrir la plateforme et surtout ouvrir la visite virtuelle aux clients pour qu'ils puissent modifier des choses dedans. Ça n'a jamais été fait. Et c'est pour ça justement qu'on a eu ce fameux label. C'est parce qu'on est à la pointe de la technologie en termes de visite virtuelle et qu'on va toujours plus loin. Et si on va plus loin, c'est grâce à vous, parce que ce sont nos clients qui nous demandent des choses. On se creuse la tête et on se dit, aujourd'hui, non, mais demain, oui. Merci. À toi, je te passe la parole. Moi, patate chaude. Je suis désolée, Antoine. Non, mais en plus, là... non pas que je ne veuille pas répondre à cette question, mais nous, on est sur une techno qui est propriétaire. J'avoue que je ne la comprends pas, puisque c'est... Moi, je peux la comprendre. Non, ouais. Mais Antoine va nous expliquer. Non, mais en fait, l'idée, c'est que Google Maps donne la possibilité de faire de la visite virtuelle en ligne. Donc, il y a déjà la possibilité, avec des gens qui sont certifiés par Google, de faire de la captation et de faire de la visite virtuelle de certains shops. Et effectivement, maintenant, il y a la possibilité de rendre cette visite beaucoup plus fluide en termes d'usage tactile. Donc, moi, effectivement, en tant qu'individu et j'ai envie de dire particulier, oui, ça va m'intéresser. Maintenant, en tant que professionnel, comme encore une fois, nous, on est sur une techno qui est propriétaire, moi, ça ne va pas me concerner. Donc là, c'est peut-être plus à toi, dans ton activité, de voir si toi, tu vas l'utiliser. Mais... Alors, vas-y. Alors, c'est-à-dire que, oui, Google, vous connaissez tous, Street View, vous vous baladez dans les rues, et puis, à certains moments, vous avez un point, vous allez pouvoir rentrer, vous allez sortir. Alors, c'est vrai que ça existe, c'est génial, parce que ça a permis de pouvoir se balader dans des coins que vous ne connaissiez pas forcément. Nous, c'est vrai qu'on est pareil, on est propriétaire, donc voilà. Nous, on donne la possibilité à nos clients, donc déjà, de pouvoir avoir leur adresse Google, parce que ça, c'est quelque chose qui est totalement gratuit. Si vous avez envie d'avoir une adresse Google et d'avoir sur le Google Maps, ça, c'est pas un problème. On vous explique même comment le faire, parce que ça, c'est assez facile. Maintenant, c'est vrai que nous, on n'a pas voulu, comme je vous disais, mon PDG, c'est l'ancien directeur Google, donc s'il en est sorti, c'est qu'il avait ses raisons. Mais il voulait justement pouvoir aller plus loin et pouvoir permettre aux clients. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on optimise leur référencement, puisqu'on le référence. Et vous devez tous savoir que si nous, on est placé en première page de Google, ben, on va vous tirer avec nous vers la première page de Google. Et nous, on préfère référencer votre site Internet qui amènera beaucoup plus d'informations que de juste référencer une adresse Google qui vous donnera peut-être un lieu, mais qui ne vous donnera pas forcément toutes les informations intéressantes de votre site, comme une chambre d'hôtel, comme le prix de la chambre d'hôtel. Ça, vous allez l'avoir sur votre site Internet que vous ne l'aurez pas peut-être forcément sur votre juste adresse Google. Donc, c'est pour ça. Mais les choses évoluent à 4000% tous les jours. Moi, ça fait 2 ans que je suis donc dans cette visite virtuelle et je peux vous jurer que je n'ai pas une journée où je n'ai pas quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, à mon avis, demain, ça sera encore différent et après-demain, ça sera encore complètement différent. Et je crois que tu ne me diras pas le contraire, c'est que ça avance très vite. Ça va super vite. Et puis bon, Google a des moyens que peu de personnes a. Donc, c'est vrai qu'il faut regarder de très près ce qui sort. Et puis, ils ont... Là, on le voit, ils sont en train de sortir des boutiques aussi. Oui. Et ça, c'est des signaux qui sont encore une fois ultra forts. On nous dit le magasin est mort, et il y a plein de pure players qui sont en train d'ouvrir des boutiques. Donc, il va falloir m'expliquer comment des e-commerçants sont en train d'ouvrir des magasins. On nous dit le magasin. Il est juste en train de se transformer. Il vit une révolution. Exactement. Et les technos, elles sont... Voilà. Juste pour information, puisque tu parlais de la ville de Nice, nous, on vient de réaliser la visite virtuelle de Saint-Tropez en totalité. Donc, vous pouvez aller sur notre site, vous le verrez. Vous pouvez vous balader dans Saint-Tropez. On est allé, alors là on te rejoint parfaitement, on est allé place des Lys et on a créé des boutiques virtuelles, donc comme quoi la boutique n'est pas morte. Vous voulez acheter votre tropézienne, vous cliquez dans la boutique virtuelle et pour les gens qui habitent bien évidemment sur Saint-Tropez ou trop proche alentour, mais ils vont pouvoir se faire livrer leur tropézienne
sur les yachts, là où ils veulent, parce que Saint-Tropez, voilà, c'est tout ça. Mais on a mis toutes les boutiques qui n'étaient pas forcément présentes aux alentours ou qui, voilà, et ben ils l'ont maintenant en virtuel sur la place des Lys. On est en train de les créer avec la ville de Saint-Tropez. Donc vous voyez, on se rejoint tout à fait. C'est que les boutiques ne sont pas mortes, mais on les imagine autrement et on est en train de les créer autrement. Et c'est vrai que le virtuel va devenir quelque chose, mais c'est pas pour ça que c'est pas joli. Alors ok, vous toucherez pas votre tropézienne, mais vous allez la manger. Je vous jure qu'elle est bonne. Ah non, mais après, encore une fois, c'est un juste curseur à positionner entre la présence produit, la notion d'humain aussi, parce que les gens vont aussi dans les magasins pour avoir des contacts, pour être rassurés, parce que quand on est sur Internet, quand on est chez soi, on peut avoir accès à des forums, on peut avoir des comparateurs, des choses qui sont très abouties. Ceci dit, le fait d'aller toucher le produit, le fait de se confronter à un vendeur qui est quelqu'un d'humain, qui va aussi apporter une réassurance, sont des choses qui aujourd'hui sont hyper importantes, et d'autant plus en France. C'est très important de le souligner, mais les Français sont aussi très habitués à leur commerce de proximité. Alors malheureusement, ça ne se reflète pas encore tout à fait dans les centres-villes, parce qu'il y a des tentatives pour redynamiser les centres-villes, mais les centres-villes sont quand même largement squattés par des banques ou par des activités qui ont les moyens de se payer le loyer de centre-ville. Mais pourquoi ? Non, mais sérieux, hein, aujourd'hui on nous dit moi qu'est-ce que je vais faire avec 50 ou 60 mètres carrés en centre-ville, alors que j'ai je sais pas, peut-être 2500 produits, une profondeur, une largeur de gamme qui rentrent pas dans le magasin. Mon client, si je lui présente pas mon produit, soit il s'en va, soit il va à la concurrence, soit il va sur le web. Non, mais il vient chercher de l'expérience. Donc le but, c'est que les technos, elles soient pas là pour remplacer le magasin, mais elles soient là pour être le prolongement. Exactement. Alors en fait, il y a plusieurs maillons. C'est soit on est là pour attirer le chaland, soit on est là pour le rassurer et pour capitaliser sur ce que lui, il a déjà entamé dans son parcours psychologique ou dans son parcours de shopper, que ce soit en ligne ou avec ses petits camarades, etc. Il a peut-être fait une wishlist sur Internet, sur son compte, etc. Donc le but, c'est de gagner du temps et surtout, c'est de créer de l'attachement. Et le point de vente physique est un relais hyper fort d'une marque, parce que c'est là qu'on va vraiment juger, au-delà de la livraison d'un produit et de la qualité d'un produit, mais c'est un produit qui est hyper important. C'est un point de contact qui est hyper important avec le client, quoi. Ça c'est clair et net. Et la techno, le virtuel, sont là pour accompagner, pour au départ peut-être combler les trous dans la raquette, mais aussi et surtout pour apporter du service et créer de la valeur avec des gens qui sont hyper connectés, mais qui sont encore une fois très attachés à leur point de vente, quoi. Mais il ne faut pas que le point de vente, le gros problème aujourd'hui, c'est que le digital, il reste à l'extérieur du magasin, et on en fait un concurrent interne. Quand on va chez certains retailers et qu'on va se confronter aux équipes de vente, ils disent non mais attendez, Internet en magasin c'est bon, j'ai déjà assez à faire avec les concurrents de ma zone de chalandise. Et là on se dit non mais attends, il y a un problème, quoi. Vous bossez pour le même groupe. De toute façon, qu'on l'achète dans ton magasin ou qu'on l'achète sur le web, le but c'est de rétribuer l'effort et le taux de temps. Exactement. Mais c'est une révolution des mentalités. Les vendeurs doivent s'approprier les technos. Les marques sont responsables. Effectivement, il y a beaucoup de problématiques juridiques qui doivent être tenues en considération, parce que il faut pas être intrusif non plus. Donc, il faut faire ça avec subtilité. Il faut pas être intrusif dans la vie du client. Mais ceci dit, il faut pas laisser la techno à la porte du magasin, parce que là, sinon, effectivement, le magasin il va mourir. Ça, c'est clair. Oui. Juste pour le mot de la fin peut-être, puisque bon, apparemment il n'y a pas eu de questions juridiques. Il n'y a pas de questions juridiques, donc je vais rebondir sur la vôtre. Parce que c'était très clair. Voilà, c'est parce que c'était très clair. D'accord. Non, mais juste pour réagir pour Google, nous en fait la vision que j'en ai moi de Google, si vous voulez, c'est la vision juridique et données perso. C'est que leur enjeu, bon certes ils sont tentaculaires, ils font de tout, mais ils sont un peu impalpables, et là pour le coup l'enjeu de confiance avec les consommateurs, il est vraiment fondamental pour eux, parce que leur comportement vis-à-vis des données à caractère perso et le respect des réglementations européennes a évolué en quelques années là. Franchement, il y a 5 ans, 6 ans, Google dans les conférences, nous on fait partie d'une association qui est une association de correspondants données perso. Il y avait des représentants de Google parfois qui venaient, quand ils venaient. C'était les jambes croisées au fond du siège. Moi, je m'en souviens d'une où le représentant de Google, il avait les jambes croisées au fond du siège, et la seule chose qu'il a dite, il était au pupitre. Hein. C'est oui, mais Google, en fait, on n'est pas tenu par les règles européennes, donc merci, au revoir. On est une société américaine, voilà, c'est tout. Et bon, alors ils ont eu tort, parce qu'ils ont été condamnés par la CNIL là, en janvier 2014. Donc ils sont en train de changer, et ils perdent des marchés en fait, Google. Donc à cause de cette partie donnée à caractère perso. Donc il y a vraiment un enjeu business derrière, et là ils sont en train de se mettre en conformité justement avec les règles européennes, et si Google le fait, c'est qu'effectivement il y a un intérêt business derrière. Je veux dire, il y a un intérêt pour toutes les entreprises à le faire, dans tous les cas.
D'accord. Mais écoutez, un grand merci à tout le monde. Avant de partir, alors je précise bien que donc toutes les questions que vous avez posées, effectivement, vous seront remises aux intervenants et vous pourrez effectivement aller échanger. Ou alors peut-être il y en a plus, je ne sais pas. Ils veulent pas les dire. Ou alors, il y en a, ils veulent pas les dire, ils osent pas. Pourtant, avec ce jeu-là, c'est facile. Donc avant de partir, je me permets de vous demander si vous pouvez encore nous consacrer une petite minute de votre temps pour évaluer cet atelier et les solutions qui vous ont été présentées. Donc vous avez un deuxième QR code avec un deuxième lien court pour ceux qui le veulent. Vous serez gentil effectivement ou de flasher ou de rentrer et de répondre au questionnaire. Ensuite, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Raphaël, Antoine, Virginie, remercier le public. Et surtout aussi, je voudrais un grand merci donc, à François, alors je cherche ton nom, François, je suis désolée, donc, qui a réalisé avec moi effectivement la partie questionnaire en ligne en temps réel. Et je voulais aussi donner un grand merci donc, au Hall de la Filature pour son accueil exceptionnel et à l'IAE qui est donc le partenaire de l'E-Events depuis déjà pas mal d'années. Donc merci à tous pour la réalisation de ce plateau. Au revoir, messieurs, dames. Merci.